justement avec l'objectif de tester cette nouvelle technique de webinar qui semble tout à fait intéressante puisqu'on a pu la tester nous la semaine dernière pour des essais. Donc je ne vais pas faire une introduction trop longue à ce sujet, donc je voudrais dire bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs qui m'entendent, que je n'entendrai pas malheureusement. Enfin c'est le principe du webinar. Donc je vais tout de suite commencer mon exposé, donc en essayant de faire en sorte qu'il ne dure pas trop longtemps, afin qu'on puisse avoir des questions auxquelles j'essaierai de répondre bien volontiers en fonction de mes connaissances. Voilà. Donc un exposé sur la biodiversité des sols. Alors, bon, moi je travaille effectivement dans une unité donc, qui s'appelle Eco et Sol, hein, qui est une unité avec 4 tutelles, le CIRAD, l'INRA, l'IRD et Montpellier-Soupagro, et qui s'intéresse au fonctionnement des agroécosystèmes méditerranéens et tropicaux essentiellement. Et donc on a une large part à l'étude de la biodiversité dans ces sols, parce que donc cette unité s'intitule Écologie fonctionnelle et biogéochimie des sols et des agroécosystèmes. Donc sur cette première page de présentation, il y a un certain nombre de photos hein, d'organismes qu'on peut trouver dans le sol, ou de structures construites par des organismes du sol. Bon, il y a un intrus dans le tas, hein, je vous donnerai la réponse à la fin. Et puis à droite, bon, une photo de Charles Darwin, parce que vous savez tous que Darwin a été un des précurseurs de l'écologie des sols, grâce à son travail sur les vers de terre publié en 1880. Alors au cours de cet exposé, je vais aborder différents points. Bon, il y a 5 points qui sont affichés à l'écran, avec entre parenthèses le nombre de diapositives qui vont concerner ces différents points. Donc vous voyez que ça va être relativement rapide à chaque fois. Donc, je ne sais pas si ce sera un exposé de haut niveau, comme le disait Christian, mais en tout cas, il sera assez rapide et assez vaste pour qu'on puisse avoir des débats ensuite assez variés, assez divers, en fonction, vous, de vos intérêts. Donc tout d'abord, un petit rappel sur les fonctions environnementales des sols, ensuite des informations, quelques données sur la biodiversité dans le sens des groupes d'organismes qu'on peut trouver dans les sols, de leur abondance, de leur diversité. Ensuite, un point un peu plus important concernant le fonctionnement des sols, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse moi avant tout, donc je vais vous parler de ces questions-là, en insistant particulièrement sur les interactions entre organismes dans les sols, qui sont encore trop peu étudiées. Ensuite, quelques résultats récents acquis sur l'impact de pratiques agricoles sur la biodiversité, parce que ça, c'est aussi des choses qui sont souvent demandées, notamment par les utilisateurs du sol. Et puis enfin, donc, quelques perspectives de recherche, hein, parce qu'on sait bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour connaître et comprendre le rôle de la biodiversité, notamment dans les sols. Donc sur les sols et services écosystémiques, donc les sols, je ne ferai pas l'affront de vous dire qu'on les trouve presque partout sur les continents. Alors des fois, ils sont masqués par la végétation, mais on sait tous que sous cette végétation, il y a un sol. Des sols, que ces sols peuvent être utilisés par l'homme, travaillés pour l'agriculture notamment. Bon, ces sols, des fois, on les voit lorsque on fait des routes ou des parkings ou des travaux, construire des infrastructures. Et puis, ben, parfois aussi, ces sols s'en vont, il y a de l'érosion et puis ils vont plus loin. Bon, ça, c'est des photos qui ont été prises à Madagascar pour vous montrer donc, des sols ferritiques, et puis à gauche, donc une rivière, un fleuve plutôt, qui se jette au nord-ouest de Madagascar et qui est particulièrement rouge à peu près toute l'année. Donc ces sols, ils ont différentes fonctions dans l'écosystème en termes de rôle qu'ils jouent dans l'environnement. Donc ça, vous les connaissez tous, sûrement mieux que moi, pour l'essentiel. Donc d'abord, les sols permettent la croissance des végétaux. Les sols, c'est la vie, ça. On va pas revenir sur ce point-là. Ils permettent la régulation du cycle de l'eau. Ils constituent une réserve de matériaux, de minerais. Ils constituent une réserve de ressources génétiques. Ils permettent l'épuration de l'eau. Ils participent à la régulation de l'atmosphère. Donc tout un tas de fonctions qui sont bien connues par les utilisateurs des sols ou par les scientifiques. Donc plus récemment, on a remplacé un peu ces fonctions par ce qu'on appelle des services écosystémiques, hein, qui ont été placés dans 4 groupes principaux dans le cadre du travail réalisé par le Millennium Ecosystem Assessment en 2005 sur l'état de la planète. Et donc on définit des services que rendent les écosystèmes à l'humanité en 4 grands groupes: les services de support, donc avec la production primaire notamment, la production d'oxygène, la formation des sols, le recyclage des nutriments, des services d'approvisionnement, donc des approvisionnements en nourriture, hein, en aliments, en bois, en fibres,
mais aussi en ressources génétiques, en ressources pharmaceutiques. Également un troisième groupe de services, les services de régulation, avec la régulation de la qualité de l'air, la régulation du climat, le contrôle de l'érosion, la purification de l'eau, etc. Et puis, dernier service, les services culturels, avec notamment, par exemple, tout ce qui touche à l'écotourisme. Donc ces services, ils sont extrêmement variés. Donc, ils sont rendus par les écosystèmes, et on sait bien tous, nous, intéressés par les sols, que les sols occupent une place absolument prépondérante dans le fonctionnement de ces écosystèmes. Et si les sols ont un impact particulièrement important sur la fourniture de ces services écosystémiques, c'est en raison, principalement, des fonctions et des processus biologiques, et donc de la biodiversité qu'on trouve à l'intérieur de ces sols. Donc je voudrais maintenant venir sur le deuxième point de cet exposé, donc, qui concerne la biodiversité des sols. Et on va voir un peu donc, les groupes qu'on peut trouver dans les sols, avant d'aborder leurs fonctions. Donc concernant les groupes qu'on trouve dans les sols, si on regarde les arbres du vivant tels qu'on le connaît actuellement, donc avec ces trois grandes branches principales, des bactéries, des archébactéries, des archées, et puis des eucaryotes. Donc on a un monde qui est fait essentiellement de micro-organismes, pour l'essentiel prokaryotes, donc bactéries, archébactéries. Et puis chez les eucaryotes, donc les organismes qui ont des cellules à noyau, on trouve aussi, donc à droite, tout un tas de groupes, donc qui sont plus ou moins connus, donc les diplomonades, les microsporidies, très peu connus, qui sont plutôt des parasites. Et puis les flagellés, les ciliés, les amibes, qui sont donc des organismes unicellulaires, qu'on appelle ou qu'on regroupe sous le nom de protistes ou protozoaires. Donc vous voyez que les protistes ou les protozoaires, c'est pas un groupe c'est un groupe qui est très polyphylétique, donc qui regroupe des organismes extrêmement variés, extrêmement différents. Et puis enfin, on a un groupe qu'on connaît un petit peu mieux, trois groupes qui sont rassemblés, qu'on connaît plus parce que ce sont des pluricellulaires, donc des organismes constitués de plusieurs cellules, les animaux, les champignons, les plantes. Et vous voyez que sur l'arbre d'évolution de la vie sur Terre, ces groupes sont vraiment très proches les uns des autres. On est effectivement très proche des champignons. Alors tous ces groupes, on les retrouve présents dans les sols. Alors on va trouver dans les sols beaucoup de prokaryotes, des bactéries, des archébactéries, même si pendant longtemps on a pensé que les archébactéries étaient dans des environnements très particuliers. En fait, on se rend compte de plus en plus qu'elles sont présentes aussi dans les sols. On va trouver des protozoaires, alors presque tous les groupes de protozoaires, des ciliés, des flagellés, des amibes, des algues unicellulaires qu'on a parfois du mal à classer. Bien entendu des plantes supérieures avec leurs racines dans le sol, des algues, des lichens, des mousses, et puis des champignons, beaucoup de champignons, alors qui peuvent être symbiotiques, comme les mycorhizes, ectomycorhizes, endomycorhizes, ou qui peuvent être libres, comme les champignons saprophytes. Et puis on trouve également beaucoup d'animaux. Alors des vers plats, des platémins, des vers ronds, des nématodes, des vers annelés, des annélides, des mollusques, des arthropodes, des vertébrés. Bref, presque tous les embranchements des animaux sont représentés dans les sols, à l'exception de trois. Les éponges, les radiaires, donc, qui sont constitués essentiellement par les méduses, les anémones de mer, et les échinodermes, donc ces trois embranchements étant essentiels, purement marins, aquatiques. Les organismes du sol sont depuis une trentaine d'années essentiellement regroupés selon leur taille. C'est comme ça souvent qu'on les étudie et qu'on connaît leurs fonctions. On reviendra sur ces fonctions tout à l'heure. En tout cas, dans cette classification par la taille, donc, on définit 5 groupes. Le premier groupe, c'est celui des micro-organismes, qui sont essentiellement constitués des bactéries et des champignons. Ces organismes font quelques microns de long ou de diamètre, en tout cas pour les champignons. Le deuxième groupe est celui qui est constitué ou appelé la microfaune, qui est essentiellement constitué par les nématodes et les protozoaires. Donc ici on a des photos de nématodes, ici une photo de protozoaires, j'espère que tout le monde voit bien la flèche. Oui. En bas, un petit tardigrade, donc un organisme également qui est de très petite taille, de quelques microns de longueur. Le troisième groupe est celui de la mésofaune. Donc la mésofaune regroupe, on le voit ici, différents groupes, mais les principaux représentants de cette mésofaune sont les acariens, avec une photo d'acariens ici, et les colamboles, qui sont des petits organismes qui vivent essentiellement dans les matières organiques en décomposition à la surface des sols. Quatrième groupe, qui est également très connu et très étudié, c'est celui de la macrofaune, donc, qui est essentiellement constitué d'organismes qui sont supérieurs à 2 mm, même si
dans l'absolu et par rapport aux techniques d'échantillonnage, on considère dans la macrofaune tous les organismes qui sont visibles à l'œil nu. Alors il s'agit essentiellement de larves, des vers de terre, de mille-pattes, d'araignées, etc. Et puis dans certaines littératures, on peut aussi trouver le terme de mégafaune pour les organismes, qui correspondent essentiellement pour la plupart à des mammifères, enfin en tout cas des vertébrés, mammifères, batraciens, reptiles, qu'on peut trouver parfois dans les sols, avec l'exemple bien connu de la taupe. Alors cette biodiversité, bon, même si on connaît les grands groupes qui sont présents dans les sols, on connaît assez mal les nombres d'espèces de chacun de ces groupes. Alors sur ce graphique, on a représenté, donc que j'ai tiré d'un travail de Thibaut de Cans, on a classé donc les différents groupes d'organismes qu'on peut trouver dans les sols en fonction de leur taille, de haut en bas, depuis des bactéries jusqu'aux mammifères. Et donc en haut, on a le nombre d'espèces. Alors il faut faire attention, ce nombre d'espèces il est à multiplier par 1000 et il est en échelle log. Donc on augmente très vite les valeurs dès qu'on va vers la droite. Et donc on se rend compte que pour certains groupes, on connaît assez bien le nombre d'espèces qu'on peut trouver dans les sols. Donc ça c'est ce qui est en vert, ce qui est connu, les espèces qui ont déjà été décrites et qu'on connaît. Et puis donc en rouge, c'est le nombre d'espèces qu'on estime qui reste à décrire, à découvrir. Vous voyez, pour certains groupes, on est vraiment très loin du compte. Si on prend le cas des bactéries, par exemple, on connaît quelques milliers d'espèces bactériennes actuellement, et on estime qu'il y en a plusieurs millions. Donc on est vraiment très loin du compte. Pour les champignons, on est encore loin du compte également. Pour les nématodes, idem. Pour les protozoa et les acariens, voilà, qui sont des groupes relativement méconnus du point de vue de leur diversité et de leur diversité spécifique, taxonomie. Alors combien d'espèces on a quand on va dans un milieu donné? Alors on a des valeurs qui sont assez disparates dans la littérature, mais si on regarde des valeurs assez moyennes du nombre d'espèces, d'organismes qu'on peut trouver dans une forêt tempérée, par exemple, sur une surface d'1 mètre carré, et si vous ramassez donc sur 20 cm de profondeur tous les organismes que vous trouvez et que vous déterminez le nombre d'espèces, vous allez trouver donc des ordres de grandeur de ce qui est affiché sur cette diapositive, donc environ 1000 espèces d'invertébrés, donc environ 400 à 500 espèces d'acariens, donc les acariens sont extrêmement diversifiés, plusieurs dizaines d'espèces de colamboles, de nématodes, de protozoaires, d'orchitréides, une dizaine d'espèces de vers de terre, et puis une quinzaine d'espèces de diplopodes, donc des mille-pattes. Alors ce sont des chiffres qui sont effectivement très variables selon le milieu dans lequel on fait ces évaluations. Et puis donc l'autre question, l'autre interrogation concerne les micro-organismes, donc les bactéries et les champignons. Pendant longtemps, on a travaillé en mettant ces organismes en culture. Donc, on avait des nombres d'espèces qui étaient relativement limités. Mais maintenant, avec les outils moléculaires et l'analyse du génome, on arrive à estimer des nombres d'espèces qui sont bien plus importants que ce qu'on imaginait il y a encore peu de temps. Et bon, on considère que dans 1 gramme de sol, on a plusieurs milliers d'espèces de bactéries et plusieurs milliers d'espèces de champignons. Avec des valeurs, là encore, qui sont extrêmement variables selon les études. Alors maintenant, en termes d'individus, donc on vient de voir en termes de nombre d'espèces que ça pouvait représenter. En termes d'individus, donc là, si on prend l'équivalent d'une cuillère à café de sol, donc c'est pas beaucoup, c'est quelques grammes de sol, ben on va trouver jusqu'à 100 millions à 1 milliard de bactéries, on va trouver quelques mètres de mycélium, d'if fongique. On peut trouver plusieurs millions de protozoaires, plusieurs milliers de nématodes, et puis quelques oligoquètes et quelques arthropodes dans ce sol-là. Donc on voit que dans un sol, il y a quand même une activité qui est extrêmement importante, et forcément ces organismes vont avoir une fonction, vont avoir une activité très particulière sur le fonctionnement de ce sol. Donc ceci nous permet d'arriver maintenant à la 3e partie de cet exposé, donc qui concerne plus spécifiquement le fonctionnement des sols. Et donc je vais rappeler maintenant très rapidement les connaissances qu'on a sur chacun de ces groupes d'organismes, en prenant comme entrée les groupes par taille de ces organismes. Donc pour les micro-organismes, vous savez tous donc, que les bactéries et les champignons sont responsables, les principaux responsables des modifications chimiques de la matière, de la minéralisation de la matière organique. Ils agissent sur le cycle de l'azote, sur le cycle du phosphore, bref, sur la plupart des cycles, sur le cycle du carbone. Ils peuvent également agir sur la structure des sols. On sait que les champignons sont capables, avec les ifs, de maintenir, d'améliorer la stabilité de la structure d'un sol. Et donc, ils jouent aussi sur la croissance des plantes, sur tous les mécanismes de détoxification et de bioremédiation. Parfois, dans la littérature, on les trouve sous ce nom d'ingénieurs chimiques.
mais on gardera, nous, le terme de micro-organisme par la suite. La microfaune, donc essentiellement représentée par les protozoaires et les nématodes, ont comme rôle principal de réguler les communautés microbiennes, simplement parce que ce sont des prédateurs de ces bactéries et de ces champignons. Donc quand les nématodes ou les protozoaires consomment des bactéries, on les appelle des bactérivores. Lorsqu'ils mangent des champignons, on les appelle des fongivores. Et puis parfois, ils mangent d'autres, les nématodes peuvent manger d'autres nématodes, donc des protozoaires, donc ils vont être des prédateurs, etc. Et puis, sans oublier que certains nématodes sont connus comme étant parasites de plantes avec des effets très dévastateurs dans certaines cultures. Ce qu'on sait, c'est que c'est la prédation des micro-organismes par ces organismes de la microfaune, en général, conduit à des libérations d'ammonium dans le milieu, simplement pour des questions de rapport cessurel entre ce qu'ils mangent et ce qui est leur organisme propre. Donc, on a des flux d'azote et de phosphore qui peuvent être modifiés par cette prédation. On en reparlera un petit peu plus tard. Souvent, ces organismes sont classés de micro-régulateurs à cause de justement leur rôle de régulation dans les micro-organismes. Autre groupe, c'est celui de la mésofaune, donc qui est essentiellement représenté par les acariens et les colamboles, auxquels on aurait pu dans ce groupe associer aussi certains organismes de la litière, parce que certains organismes de la macrofaune qui vivent aussi dans la litière et qui donc sont en partie responsables de la fragmentation de la matière organique, donc en général à la surface du sol. Même si les colamboles et les acariens, on sait qu'ils sont capables, ils se nourrissent en grande partie de champignons et de bactéries, et pas seulement de matière organique. Ils ont un rôle aussi dans la dissémination de ces micro-organismes, hein, en mangeant ces micro-organismes et en les rejetant un peu plus loin. Et puis ils ont aussi une capacité à moduler l'activité microbienne en rejetant une matière organique dont la décomposition va être facilitée par de la salive, etc., des sucs gastriques, et puis les micro-organismes vont se jeter sur cette matière organique, et les colamboles et les acariens, entre autres, vont pouvoir reconsommer ça, donc un milieu dans lequel il y a aussi beaucoup de champignons et beaucoup de bactéries. Bon, certains sont prédateurs, en tout cas leur grande fonction, ou leur fonction principale est bien d'affecter les flux de carbone et de nutriments, comme tout ce qui touche à la décomposition de la matière organique. Donc parfois on trouve le nom de fragmenteur, et aussi parfois, dans certaines littératures, le terme d'ingénieur de la litière. J'en arrive au dernier groupe qui est celui de la macrofaune, donc qui est essentiellement représenté par les vers de terre, des termites, des larves. Alors on pourrait rajouter à ce groupe de macrofaune les racines, parce qu'elles jouent dans certains cas un rôle un peu similaire. Et ces organismes donc de la macrofaune, ils sont connus à travers deux fonctions principales, qui est tout d'abord la bioturbation, donc celle de remuer le sol, de mélanger, de modifier la structure du sol, et puis la deuxième fonction principale qui est celle de décomposer la matière organique. Alors on sait que ces organismes de la macrofaune sont aussi capables d'activer l'activité microbienne à travers un système de digestion qui est fait sous forme mutualisme avec des micro-organismes, donc on reviendra sur ce mutualisme par la suite. Et on sait aussi que les déjections ou certaines structures construites par ces organismes de la macrofaune sont des endroits où l'activité microbienne est particulièrement intense, donc on appelle ça des hotspots d'activité microbienne. Et donc là encore, ces organismes vont affecter les flux de carbone et de nutriments dans les sols. On les regroupe généralement sous le terme d'ingénieurs du sol, justement à travers leur capacité à modifier la structure du sol et à modifier les activités des autres organismes. Alors on peut définir sur cette classification par taille, on peut rajouter une classification de groupes fonctionnels, parce qu'en fait on a des fonctions qui sont assez bien reliées à la taille. Les micro-organismes principalement décomposeurs et fixateurs d'azote. La microfaune principalement, qui agissent principalement sous l'action des micro-régulateurs en tant que micro-régulateurs. La mésofaune et certains organismes de la macrofaune comme des fragmenteurs de la litière. Et puis donc des ingénieurs du sol qui sont essentiellement représentés par la macrofaune. Donc bien sûr, on pourrait rajouter à la macrofaune les racines qui agissent qui ont des fonctions assez similaires. Et surtout, on peut donc dessiner comment dire, au fur et à mesure qu'on va des micro-organismes vers la macrofaune, on se rend compte que les relations avec les micro-organismes deviennent de plus en plus compliquées. C'est-à-dire qu'au début, la microfaune agit sur les micro-organismes uniquement par de la prédation, c'est un phénomène qui est relativement simple. Avec la mésofaune, on a déjà un système qui est un petit peu plus compliqué avec le système du rumen externe, donc là où on donne une matière organique à décomposer avant de la réingérer. Et puis pour la macrofaune, on a des mécanismes de mutualisme qui sont extrêmement bien
développé dans les interactions, notamment dans le système de digestion de la matière organique par la macrofaune, qui se fait forcément en association avec des micro-organismes. Et puis, plus on va des micro-organismes vers les grands organismes de la macrofaune, on a des structures biogéniques, comme donc des turricules, des termitières, qui se développent et qui donc occupent dans le sol des volumes de plus en plus importants. Alors, on a vu les principales fonctions réalisées, très rapidement les principales fonctions réalisées par chacun de ces groupes d'organismes. Mais ce qu'on oublie souvent dans le sol, c'est d'étudier les interactions. Chaque spécialiste, en général, étudie son organisme et les fonctions réalisées par cet organisme. Mais on sait que dans le sol, en fait, il y a beaucoup d'interactions entre tous ces organismes. Donc, vous connaissez, vous tous, parfaitement bien les mycorhizes. Moi, je ne suis pas un spécialiste des mycorhizes, donc je n'y reviendrai pas. Mais juste pour rappeler ce genre d'interactions qui sont extrêmement intéressantes, notamment pour la plante. La fixation d'azote, idem, entre des bactéries et des racines. Donc on a des associations qui permettent la fixation de l'azote atmosphérique. On a des interactions qui peuvent être purement trophiques, donc une consommation, une prédation. Ici on a un nématode prédateur d'un champignon, donc un nématode fongivore. De plus en plus peut-être pour moi en tout cas, on s'intéresse aux associations entre plantes, donc dans les associations végétales, où on étudie à la fois des phénomènes de compétition, mais aussi de plus en plus on s'intéresse à la facilitation, donc un système où les plantes en fait facilitent le développement de l'autre plante, donc c'est ce qu'on appelle la facilitation. Et puis, dans d'autres cas, alors ça c'est des travaux que j'avais menés en Côte d'Ivoire sur les vers de terre, où on avait montré que la structure d'un sol, en tout cas la conservation de la structure d'un sol, en fait dépendait de deux types de vers de terre différents, des petits vers de terre et des gros vers de terre. Les gros vers de terre permettant la structuration, la fabrication de macro-agrégats dans le sol, et les petits vers de terre qui, eux, sont capables de débobiner tout ça et de faire en sorte que le système fonctionne. Donc on peut avoir des antagonismes aussi, des interactions entre des vers de terre, entre deux plantes, entre deux, voilà, tout ce qu'on veut, une plante, un micro-organisme, une plante, une bactérie, une plante, un champignon, etc. Donc moi je vais revenir un peu et vous donner des exemples sur ce qui nous intéresse, en tout cas dans notre unité, sur l'étude des interactions. Donc on s'intéresse aux interactions entre les ingénieurs chimiques, alors les micro-organismes, les micro-régulateurs, les ingénieurs de l'écosystème comme les vers de terre. Et puis, on s'intéresse à ces interactions vis-à-vis des flux de carbone et des flux de nutriments dans les agroécosystèmes. Alors, il y a entre autres certaines zones ou certains volumes du sol qui nous intéressent plus particulièrement. Alors, certains que vous connaissez bien, là, par exemple la rhizosphère. La rhizosphère, donc c'est l'ensemble du sol qui est sous l'influence des racines, mais dans la rhizosphère, on sait qu'il y a beaucoup d'organismes qui vivent, donc des micro-organismes, des bactéries, des champignons. Il y a aussi des protozoaires, des nématodes, et puis, dans certains cas, des organismes de la macrofaune qui peuvent venir bouleverser tout ça. Donc on s'intéresse à ce qui se passe dans la rhizosphère. On s'intéresse aussi à ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle la détritusphère, donc c'est la matière organique qui peut apporter à la surface d'un sol, sous forme de mulch, ou alors qui va être incorporée au sol. Et on sait aussi que donc, dans cette sphère, dans ce domaine fonctionnel du sol, il y a aussi des interactions fortes entre les micro-organismes, les nématodes, les protozoaires, la macrofaune, qui vont définir les flux de carbone, d'azote ou de phosphore. Enfin, le dernier point qui nous intéresse plus particulièrement dans notre unité, c'est tout ce qui se passe dans le tube digestif des vers de terre et des termites, et aussi dans les déjections de ces vers de terre et de ces termites, parce qu'on sait que là aussi, il se passe beaucoup de choses en termes d'activité microbienne et de flux de carbone, d'azote et de phosphore, pour parler de ces principaux nutriments, azote, phosphore. Alors, sur la rhizosphère, il y a juste pour rappeler un résultat de la littérature et pour montrer que les interactions sont extrêmement importantes, c'est un travail une revue de la littérature qui avait été faite par Michael Bonkowski en 2004 sur la boucle microbienne dans la rhizosphère des plantes. Et en fait, dans ce travail, il avait montré comment les plantes, en libérant des exudats dans le milieu, stimulaient la croissance de bactéries autour des racines. Puisqu'on a plus de bactéries, on va stimuler l'activité de leurs prédateurs, donc essentiellement des protozoaires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prédation par les protozoaires, la prédation entraîne une libération d'ammonium dans le milieu et va stimuler, ça c'est aussi des observations de la littérature, la prédation va stimuler des bactéries qui produisent de l'acide indolacétique, qui sont donc des promoteurs de croissance des plantes. La production d'ammonium va donc stimuler, j'ai perdu ma souris, va des bactéries nitrifiantes, des micro-organismes nitrifiants qui vont libérer des nitrates.
Et la libération de nitrate et d'acide indolacétique dans le milieu va donc augmenter la croissance de racines latérales par la racine, et donc la croissance racinaire va s'améliorer et va produire plus d'exudats. Et donc on repart au point de départ, et donc la libération d'exudats permet la croissance des racines. Donc on est bien dans un système d'interaction qui fait intervenir la racine, des bactéries, des protozoaires, donc des amines, des bactéries nitrifiantes, etc. Donc c'est un phénomène qui est assez complexe. Autre type d'interaction qu'on peut étudier, c'est les interactions entre vers de terre et racines, qui ne sont pas forcément souvent étudiées non plus dans la littérature. Et donc, dans notre laboratoire, on a fait, il y a 2 ans, une petite expérience où on a cultivé du blé seul, du pois chiche seul, du blé et du pois en interaction. Et puis, dans ces 3 situations, on a fait un traitement sans vers de terre ou un traitement avec vers de terre. Et on a mesuré différentes choses, dont la croissance des plantes, la croissance racinaire, la croissance figée, on a mesuré le phosphore, on a mesuré l'azote, bref, différentes choses. Et en fait, on s'est rendu compte d'un phénomène très intéressant, c'est que bien que la biomasse totale de la plante n'ait pas changé à la fin de l'expérience, on avait une répartition différente entre la biomasse épigée et la biomasse racinaire. C'est-à-dire qu'en absence de vers de terre, les plantes faisaient relativement plus de racines et moins de biomasse épigée, alors qu'en présence de vers de terre, relativement, les plantes faisaient plus de biomasse épigée et moins de biomasse racinaire. Donc on en est arrivé à cette conclusion que les vers de terre avaient cette capacité à modifier l'allocation des ressources chez les plantes. Une hypothèse qu'on a faite et qui est discutable, c'est que les vers de terre fournissent plus de nutriments dans le milieu et que la plante, donc du coup, ayant plus de nutriments, a moins besoin de développer de racines et peut plus développer ses parties aériennes. Un autre résultat de cette expérience qui est relativement simple, c'est qu'on a pu calculer donc, des indices comme le Relative Interaction Index, donc qui est un indice qui mesure justement s'il y a un phénomène de compétition ou de facilitation entre les 2 plantes lorsqu'elles sont mises en association. Et donc pour cet indice, on a pu mesurer qu'en fait on avait une compétition du blé sur le pois en absence de vers de terre, et qu'en présence de vers de terre, cette compétition disparaissait. Alors on n'allait pas forcément vers une facilitation, mais on n'avait plus de compétition entre le blé et le pois. Donc ça, c'est un résultat qui montre qu'encore on a beaucoup de travaux à mener pour comprendre vraiment comment un ver de terre peut jouer sur la croissance des plantes dans des milieux cultivés. Autre résultat de la littérature, donc je vous en parlais tout à l'heure, c'est la digestion de type mutualiste qu'on peut trouver dans le tube digestif des vers de terre. Donc c'est un travail qui a été mené par l'équipe de Patrick Lavelle dans les années 80 et 90. C'est qu'on a pu montrer donc, dans le tube digestif des vers de terre, donc quand le ver de terre mange du sol, eh bien, il sécrète dans son tube digestif du mucus et de l'eau. Ce mucus, qui est une molécule très facilement dégradable, va réveiller entre guillemets les micro-organismes du sol et permettre à ces micro-organismes du sol de dégrader la matière organique qui a été ingérée avec le sol dans le tube digestif du ver de terre. Et donc, il y a digestion, libération de nutriments, de matières qui peuvent être assimilées en partie donc, par le ver de terre. Donc on a bien un mutualisme, donc une interaction très forte entre le ver de terre et les micro-organismes qui sont ingérés avec le sol dans le tube digestif. Alors Patrick Lavelle avait imagé ce phénomène avec l'histoire de La Belle au bois dormant, où on a un prince charmant, qui est le ver de terre, qui va, en produisant du mucus, donc ce qu'on appelle le baiser, va réveiller les micro-organismes qui sont La Belle au bois dormant. Bon, alors le baiser sous forme de mucus de ver de terre, c'est peut-être pas ce qu'on fait mieux. Troisième exemple, dernier exemple concernant les interactions complexes qu'on peut trouver entre les différents organismes du sol, et notamment entre les vers de terre et les micro-organismes, concerne une étude qui a été faite aussi récemment et publiée récemement par une de nos collègues, Laetitia Bernard, sur le priming effect. Donc le priming effect, vous savez que c'est une augmentation de la minéralisation de la matière organique du sol lorsqu'on ajoute un résidu organique frais à la surface, qu'on incorpore dans le sol. Donc, lorsqu'on mesure la respiration d'un sol, on obtient une certaine mesure de la respiration, une émission de CO2, et puis lorsqu'on ajoute un résidu, on peut mesurer la décomposition de ce résidu, et puis on se rend compte qu'en général, la respiration du sol, elle est augmentée par rapport à ce qu'on observait
lorsque le sol était seul. Donc cette différence s'appelle le priming effect. C'est un phénomène qui avait été mis en évidence dans les années, je crois, 1926. Donc un phénomène qui est relativement bien connu, même s'il est relativement encore peu étudié. Et donc nous, on a voulu s'intéresser à savoir comment le ver de terre pouvait modifier ce priming effect, donc lorsqu'on apporte un résidu frais dans un sol. Alors pour ça, on fait une expérience qui est encore relativement simple, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on va on va incuber du sol, tout seul, on va incuber du sol avec des vers de terre, on va incuber du sol dans lequel on va mettre un résidu très fortement marqué au carbone 13. Alors pourquoi on met un résidu très fortement marqué au carbone 13? C'est que ça nous permet ensuite de discriminer le CO2 12 du CO2 13, et puis on peut aussi séparer les ADN bactériens en fonction de ce que les bactéries ont consommé du résidu ou bien du sol qui lui est toujours marqué 12. Donc c'est une technique qui est extrêmement intéressante pour comprendre également les groupes bactériens qui sont appliqués dans la décomposition de chacune de ces matières organiques. Dans le dernier traitement, on a le sol et puis le résidu ver de terre. Alors on a différentes respirations qui sont issues de cette expérience, donc on peut mesurer la respiration du ver de terre, il faut qu'on mesure la respiration du ver de terre. On va mesurer la respiration du sol, la respiration basale du sol, lorsque le sol est tout seul. On va mesurer la respiration ou la minéralisation plutôt induite par le ver de terre dans le traitement avec le ver de terre. Dans ce traitement, on va pouvoir mesurer une certaine quantité de CO2 émise. On va retrancher la respiration du ver de terre. On va retrancher la respiration basale du sol, on aura la minéralisation induite par le ver de terre. Dans le traitement avec le sol et le résidu, on aura la respiration basale du sol, qui est toujours la même, et puis on aura une émission de CO2. On va pouvoir discriminer le CO2 qui provient de la décomposition de la paille, de la minéralisation de la paille, et puis du CO2 qui provient de la décomposition du sol, qui a été induite par la paille. Donc là, il s'agit bien du priming effect en orange. J'espère que tout le monde me suit bien. Et puis dernier traitement, donc on a la respiration, dans le traitement le plus compliqué, on a la respiration basale du sol qui est toujours la même, la minéralisation induite par le ver de terre qui est la même que dans le traitement précédent, on a la respiration du ver qui est encore la même, et puis donc on va mesurer là encore la minéralisation de la paille et le priming effect induit par la paille. Donc on arrive à séparer ces différentes origines du CO2 émis dans chacune de ces situations. Alors rapidement les résultats de cette expérience. Si on s'intéresse uniquement pour l'instant au CO2 qui provient du sol, donc on compare le traitement avec le sol seul et avec le traitement sol plus verre, on se rend compte qu'en présence de ver de terre, on a une décomposition de la matière organique du sol qui est beaucoup plus forte avec le ver de terre qu'en absence de ver de terre. Ça, c'est pas très surprenant, c'est des choses qu'on connaît. Il faut bien que le ver de terre consomme et donc facilite la décomposition de la matière organique. Autre résultat concerne donc le CO2 qui provient de la paille. Donc là, on s'intéresse uniquement à la décomposition de la paille, donc uniquement ce qui va être marqué 13C. Et là encore, on se rend compte en comparant le traitement sol plus paille et le traitement sol plus paille plus verre, qu'on a une décomposition de la paille qui est plus importante en présence de ver de terre. Donc on a bien une information comme quoi le ver de terre va être capable d'aller chercher ce résidu incorporé dans le sol et de décomposer, d'accélérer sa décomposition, ce qui produit plus de CO2. Et enfin, dernier point, là on va s'intéresser uniquement au CO2 qui correspond au priming effect. Donc sur le graphique précédent, c'était uniquement l'histogramme orange, si vous vous souvenez bien. Donc on enlève tous les autres CO2, la respiration basale du sol, la respiration du verre, la respiration qui provient de la paille, etc. Donc on ne s'intéresse qu'au priming effect. Et on s'est rendu compte d'une chose très intéressante, c'est que lorsqu'on compare les traitements sol plus paille et sol plus paille plus verre, on a un priming effect qui diminue très rapidement dans le traitement paille-sol, mais ce priming effect il dure beaucoup plus longtemps. Ici on a les jours, je suis désolé, je ne vous l'ai pas dit auparavant, on a différents jours, on a suivi ça sur différents jours. Et au bout de 16 jours, on a toujours un priming effect qui est toujours important en présence de ver de terre. Donc sur l'ensemble de l'expérience, les vers de terre, qui étaient des vers de terre endogés utilisés dans cette expérience, ont multiplié par 2,6 la minéralisation de la paille. Donc ça, on sait que les vers de terre adorent les résidus et les débris lorsqu'ils sont incorporés dans le sol. Et puis ils ont multiplié surtout par 2,7 le priming effect. Donc lorsqu'on incorpore un résidu dans le sol, les vers de terre vont participer à une augmentation assez forte de la minéralisation de la matière organique qui est incluse dans le sol. Alors il ne faudrait pas rester sur un effet négatif des vers de terre sur ce cas-là, même si les vers de terre, on sait qu'à court terme, ils augmentent la décomposition de la matière organique.
Surtout, ce qu'on s'est rendu compte en faisant une autre expérience depuis, c'est que cette augmentation du priming est très liée à la présence du ver de terre lui-même et certainement à ce qui se passe dans son tube digestif. Parce que dans cette expérience, lorsqu'on retire les vers de terre du sol, eh bien, très rapidement, le priming effect s'allume. Donc c'est vraisemblablement des choses qui se passent dans le tube digestif des vers de terre. Voilà, mais on s'est mis sur des... alors j'ai pas parlé dans cette expérience précédente des communautés microbiennes, de la façon dont elles ont été affectées, mais on a fait un travail très important par pyroséquençage d'analyse des communautés bactériennes dans chacun de ces traitements. On a des communautés qui sont extrêmement différentes, avec notamment dans le traitement en présence de vers de terre, d'un développement de bactéries chitinolytiques, donc qui sont capables de dégrader la chitine. Vraisemblablement, alors une des hypothèses, c'est que dans le tube digestif des vers de terre, on a un éclatement du DIF fongique qui vont donc permettre une stimulation de l'activité de ces bactéries chitinolytiques, les champignons étant relativement bien chargés en chitine. J'arrive à l'avant-dernier point de cet exposé, parce que le temps passe maintenant. Donc c'est juste pour vous présenter quelques résultats récents d'une étude dans laquelle on a étudié donc, les 3 groupes fonctionnels principaux dont on a parlé jusqu'à présent, donc les décomposeurs, les régulateurs biotiques, les ingénieurs du sol, dans un système qui a été mis en place en 1998 et où, donc c'est le système de la cage, hein, pour ceux qui le connaissent bien, dans lequel on a comparé différents systèmes, un système en semi-direct, un système bio, un système conventionnel. On n'a pas étudié le 4e système dit intégré. Alors je vais présenter quelques résultats et notamment donc, des données qui m'ont été fournies très gentiment par Céline Pelosi concernant les vers de terre dans ces systèmes-là. Et donc quand on regarde la densité des vers de terre entre les 3 systèmes donc, conventionnels, bio et SCV, avec ici les 3 catégories écologiques des vers de terre que vous connaissez bien, les épigées, les endogées, les amnésiques, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de vers de terre dans les systèmes biologiques, dans les systèmes SCV, que dans le système conventionnel. Ce qui joue le plus, c'est les vers de terre endogés en système SCV et les vers de terre épigés en système, en système bio et les épigés en système SCV. Pour la biomasse, là encore, on a des différences importantes et significatives entre le traitement conventionnel d'une part et les traitements bio et SCV, avec notamment des biomasses très importantes pour les vers de terre anéciques, avec ces vers de terre étant de assez grande taille. En ce qui concerne les microrégulateurs, donc on a étudié dans ce travail la nématofaune, donc les différents groupes de nématodes en fonction de leur régime trophique. Donc on a séparé les bactérivores, les fongivores, les omnivores, les carnivores, des parasites. Et on a regardé donc comment ils se développaient dans chacun de ces systèmes. Donc là on a un peu inversé la présentation des résultats. Donc on a les différents groupes en abscisse en fonction donc, des 3 systèmes de culture, donc conventionnel en rose, bio en jaune et SCV en bleu. Et on voit que pour chacun des groupes trophiques de nématodes, on a plus de nématodes dans les systèmes, notamment SCV, mais aussi bio, pour à la fois les parasites et les bactérivores. Donc on augmente la densité totale de nématodes dans ces systèmes bio et SCV par rapport au système conventionnel. Alors si on s'intéresse maintenant aux micro-organismes, donc pour les micro-organismes, on a étudié différents paramètres. Hein, l'ADN total du sol, alors qui ne correspond pas qu'aux micro-organismes, est essentiellement représenté par de l'ADN microbien. Donc là aussi, on a une augmentation en passant du conventionnel vers le SCV. Et puis on a regardé le nombre de gènes de bactéries ou de gènes de champignons dans ces différents systèmes, avec là encore des valeurs un peu supérieures dans les systèmes bio et SCV par rapport au système conventionnel. Alors ça, c'était un résultat d'une étude. Alors les études sont extrêmement variables entre elles. On a encore du mal à comprendre un peu comment tout ça évolue en fonction des systèmes de culture, en fonction du type de sol, en fonction des antécédents historiques, en fonction du climat. Bref, il y a beaucoup de choses qui jouent. Nous, on s'est amusé à faire une petite étude en fonction des données qu'on avait dans nos différents travaux. Donc ça concerne à la fois des situations tempérées, des situations méditerranéennes, des situations tropicales. Enfin, ce n'est que quelques situations dans lesquelles on a essayé un peu d'analyser ensemble tous ces résultats. Et donc, pour chacun de ces groupes d'organismes, on a calculé le rapport entre les valeurs observées en agriculture de conservation. Alors, ça peut être parfois du bio, ça peut être parfois du semi-direct, ça peut être des systèmes dits plus durables, et puis par rapport à des valeurs qu'on observe en situation conventionnelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les micro-organismes, alors, si on considère l'ADN total d'un sol, on a une augmentation de 1,5 fois
dans les situations en agriculture de conservation par rapport aux situations conventionnelles. Donc on a plus d'ADN, on a plus d'organismes, et on a plus notamment de micro-organismes. Si on s'intéresse maintenant aux nématodes, là on est presque à 2 fois plus de nématodes en densité dans les situations en agriculture de conservation par rapport aux situations conventionnelles. Mais surtout, si on s'intéresse aux différents groupes, aux principaux groupes de nématodes, en fait, c'est surtout les bactérivores qui vont se développer dans ces systèmes en agriculture de conservation par rapport aux fongivores, qui se développent un peu moins. Et ça, c'est en fait directement relié aux résultats des études sur les micro-organismes, puisqu'on avait pu montrer aussi qu'on avait en général plus de bactéries qui se développent dans les systèmes en agriculture de conservation, plus de bactéries que de champignons. Proportionnellement, on a plus de bactéries qui se développent que de champignons dans ces systèmes. Alors pour la faune, là aussi, on a des résultats qui sont assez variables entre la densité et la biomasse. La biomasse semble réagir beaucoup mieux que la densité, même si la densité s'améliore un peu dans les systèmes plus durables. Et puis, alors entre les différents... Alors pardon, ces 2 points bleus précédents, c'était la macrofaune totale. Maintenant, pour les 2 points verts, on est sur la biomasse et densité des vers de terre, uniquement des vers de terre. Et donc là, les vers de terre réagissent mieux au changement de pratiques agricoles, de systèmes de culture, avec là encore la biomasse qui réagit un peu mieux que la densité. Et puis si on considère les différents groupes de vers de terre, la densité des épigées qui est tout en haut, alors qui réagit vraiment très fortement au changement du système de culture. Donc dès qu'on a des systèmes avec des mulches en surface, forcément on développe les épigées. Les anéciques aussi qui sont assez bien développés, puis les endogènes qui ont plutôt une tendance à diminuer dans ces systèmes en agriculture de conservation. Donc c'est une synthèse qui concerne très très peu d'études et donc qui serait vraiment très intéressant de pouvoir compléter par la suite. Voilà, donc c'était pour vous présenter juste quelques petits résultats sur l'effet pratique agricole sur la biodiversité. Donc j'arrive maintenant à la dernière partie. J'étais déjà bien plus long que ce que je ne pensais. Donc bon, nous, une des pistes qu'on cherche, c'est à intensifier, bon ça c'est l'évolution de l'agriculture qu'il veut, d'aller vers une intensification écologique de la production agricole. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt donc, de jouer sur les processus biologiques qui ont lieu à l'intérieur du sol. J'ai repris cette phrase de l'INRA qui décrit l'intensification écologique. Et donc notamment en étudiant les interactions biotiques. J'ai essayé de vous présenter en quoi ces interactions biotiques étaient importantes dans le fonctionnement des sols et dans la croissance des plantes. Donc nous, on essaye d'aller sur cette voie-là, donc en essayant vraiment d'étudier les interactions entre ces différentes composantes, micro-organismes, régulateurs des communautés microbiennes, ingénieurs d'écosystèmes, autour de la racine, autour de la matière organique dans les cultivés, parce qu'on sait que ces interactions sont donc responsables d'un certain nombre de fonctions de l'écosystème, les transformations du carbone, le recyclage des nutriments, la maintenance de la structure du sol, la régulation biologique des populations, même si les processus restent encore pour certains à découvrir ou à préciser. On ne sait pas toujours bien comment ça se passe, mais on sait que ces interactions ont des fonctions extrêmement importantes, et ce sont ces fonctions qui sont à l'origine de l'approvisionnement ou de la fourniture des services écosystémiques, notamment l'approvisionnement et certains services de régulation. Donc il faut développer cette connaissance autour des interactions biotiques et cette connaissance du rôle de la biodiversité dans les sols. Alors travailler sur ces interactions dans les systèmes cultivés, en fait on a un double challenge, c'est de voir comment ces organismes permettent d'améliorer la productivité, permettent éventuellement au système de s'adapter à des stress, qui fournissent les fonctions écosystémiques, c'est ce qu'on a dit avant. Et puis en retour, l'agriculture, il faut qu'elle essaye de développer des systèmes qui stimulent ces activités biologiques et qui nous permettent d'améliorer la connaissance écologique du fonctionnement des agrosystèmes ou des écosystèmes. Voilà les recherches à développer, pour terminer, les quelques pistes qui me semblaient importantes à tirer dans cet exposé. C'est tout d'abord de comprendre pourquoi on arrive à une biodiversité fonctionnelle locale donnée. Qu'est-ce qui fait qu'à un endroit donné, on va avoir tant de vers de terre. Pourquoi ces espèces-là et pas d'autres. Donc ça, c'est des travaux qui sont développés actuellement dans certains travaux, qui vont être extrêmement importants. Quelques travaux sont menés également sur ce qu'on appelle les traits de réponse, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un organisme va répondre à un stress, va répondre à un labour, va répondre à l'épandage d'une matière, va répondre à je ne sais quoi. Qu'est-ce qui fait que les organismes vont répondre à une modification de l'environnement.
Et puis, il y a certains groupes qui sont encore trop peu étudiés, très peu étudiés. Par exemple, les protozoaires. En France, il y a très peu d'études, très peu d'équipes qui travaillent sur les protozoaires, sur leur rôle, et surtout notamment en interaction avec les autres organismes du sol. Pareil pour les archébactéries. Et puis, eh ben, le fait une autre piste aussi pour connaître cette biodiversité, c'est l'utilisation de la spectroscopie proche infrarouge. On sait qu'on arrive à définir parfois, ou à prédire parfois certaines fonctions biologiques. En tout cas, on a certains papiers dans la littérature qui décrivent ça. Concernant les fonctions de ces organismes, alors là, il faut s'intéresser aux traits d'effet, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un organisme va avoir telle fonction dans l'écosystème, qu'est-ce qui fait qu'il va modifier physiquement le sol, qu'est-ce qui fait qu'il va modifier la matière organique, la dynamique du phosphore, etc. Beaucoup plus travailler sur les interactions, c'était un peu le but de mon message. Mieux comprendre les dynamiques spatiales et fonctionnelles des domaines fonctionnels. Bon, ça signifie que dans un sol, on a un sol qui est autour de la rhizosphère, puis on a un sol qui est sous l'influence des vers de terre, puis on a un sol qui est sous l'influence des matières organiques, des débris organiques. Et puis tout ça, c'est variable à la fois spatialement et temporellement, et donc il faudra essayer de comprendre tout ce fonctionnement pour mieux comprendre au final les flux de carbone, d'azote, de phosphore, et puis bien entendu l'utilisation de la modélisation pour aussi mieux comprendre les fonctions réalisées par cette biodiversité. Dernier point, c'est savoir sur quel niveau spatio-temporel il faut travailler. Est-ce qu'il vaut mieux travailler au niveau de la macrofaune, des ingénieurs de l'écosystème, ou est-ce qu'il vaut mieux travailler au niveau des micro-organismes? Est-ce qu'on a des moyens de gérer directement cette biodiversité, ou alors uniquement par des moyens indirects, en changeant les pratiques culturelles? Et puis, dans certains cas, il faudra, mais ça c'est une autre question, au niveau de la gestion, c'est tout ce qui concerne les compromis entre fonctions-services. Est-ce qu'on veut produire de la végétation? Est-ce qu'on veut produire de la biomasse? Ou est-ce qu'on veut produire des vers de terre? C'est des questions qui sont parfois posées. Bon voilà, ça c'est des pistes que en fait moi je vous lance. Et je voudrais donc terminer maintenant cet exposé en vous donnant juste quelques adresses internet où on peut trouver des informations très intéressantes sur la biodiversité des sols. Bon, il y a tout ce qui concerne, tout ce qui est lié au programme bioindicateur de l'ADEME qui est en cours de développement. Il y a le travail réalisé par GESOL avec la diffusion d'une plaquette intitulée « La vie cachée des sols », qu'on peut récupérer sur Internet. Il y a le portail FAO sur la biodiversité des sols, qui est aussi extrêmement intéressant. Et puis différents travaux qui sont faits par la Commission européenne, comme par exemple l'Atlas européen de la biodiversité du sol, un travail dans lequel Patrick Lavelle a été très impliqué sur la biodiversité du sol, et puis un autre rapport encore, biodiversité du sol et agriculture, donc qui sont des rapports qu'on peut télécharger très simplement sur Internet. Et puis donc pour avoir d'autres informations, là encore un peu plus grand public sur la biodiversité des sols ou sur les sols, il y a un site, le site de notre unité, donc EcoSol, qui est fait par ma collègue Tiffaine Chevalier, qui peut aussi apporter des informations si vous en cherchez. Voilà, et puis un petit peu d'humour aussi, donc pour terminer, je nous fais un petit peu de pub sur voilà, une bande dessinée sur les vers de terre. C'est pas si fréquent d'avoir des bandes dessinées sur les organismes du sol, donc voilà, on peut le trouver, je vais dire dans presque toutes les bonnes librairies, mais surtout à cette adresse-là, pour contacter Anne Richer-Deforge, qui est la dessinatrice de cette bande dessinée. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça a été audible, que ça a été assez clair. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, en attendant vos questions. Au revoir et merci à tous. Au revoir. Eric, reste avec nous. Je reste. Donc, on va passer à 15 minutes de questions. Là, pour l'instant, j'ai 4 questions qui me sont arrivées. Donc, je vais te les poser. Je ne sais pas si tu les vois aussi en direct. Alors, attends, je rallume une petite case webinar. Non, mais sinon, je vais te la poser. Moi, je ne vois pas les questions. Je vais partir des questions les plus précises et après, progressivement, aller vers des questions plus générales qui ont été posées. Donc, il y a une première question de Franck Gilbert, qui est la suivante. Dans l'expérience de mesure de la respiration, pour quantifier j'ai des messages qui m'arrivent en route et qui me déplacent ma question. Donc, dans l'expérience, où elle est passée, pour quantifier la production de CO2, avez-vous mesuré l'activité de vers inactifs ou de vers actifs? Voilà. Donc, est-ce que, grosso modo, comment on tient compte du fait que certains vers soient actifs, d'autres qui ne soient pas? Voilà.
C'est une question assez précise sur une expérience que vous avez menée, que tu as présentée. D'accord. Alors, nous, on fait en sorte dans ces expériences que les vers de terre soient actifs, parce que l'idée, c'est quand même qu'ils travaillent dans notre sol, donc on les met toujours à température, humidité les plus satisfaisantes qui soient. En revanche, effectivement, on a besoin, on a mesuré, parce que c'était important pour bien comprendre comment tout ça se passait, on a mesuré la respiration des vers de terre avec leur intestin plein. On verra, ils ont toujours de la terre dedans, où il y a une grosse respiration microbienne. Et on a mesuré la respiration des vers dont l'intestin était vide, pour avoir uniquement la respiration des vers de terre. Voilà, j'espère avoir répondu. Voilà. Là, une autre question, c'est une question d'Eva Lingard, c'est est-ce que l'effet de la biodiversité sur le fonctionnement des sols se limite au recyclage des nutriments dans l'écosystème, ou est-ce qu'elle a aussi un rôle majeur dans l'altération ou le prélèvement des minéraux dans les matériaux parentaux? Qu'est-ce qu'il en est du rôle de la biodiversité dans les processus d'altération des sols et des matériaux parentaux? Oui, alors c'est bon. Malheureusement, ma réponse va être assez brève. Je n'ai pas énormément d'expérience sur ces questions-là. Alors, il y a énormément de travaux que je ne connais pas bien sur le rôle des bactéries et des champignons dans l'altération des minéraux. Alors ça, je pense que le rôle est bien connu et bien décrit maintenant. Pour ce qui est de la faune, il y a eu certains travaux qui ont été menés à une époque sur les vers de terre qui ne montraient pas d'effet très particulier sur l'altération des minéraux. En revanche, je me souviens de certains travaux sur les termites, donc notamment un travail de Pascal Jouquet sur les termites qui montrait que en fait on pouvait un peu changer je ne sais pas comment trop dire ça, je ne suis pas spécialiste, mais on pouvait un peu modifier la forme des argiles. On pouvait en tout cas un peu changer la minéralogie d'un sol après son passage dans les tubes digestifs de certains termites. Mais voilà, je ne connais pas beaucoup plus que ça cette question-là. Alors j'ai deux questions, l'une de Pascal Jouquet, l'autre Pascal Jouquet, on va répondre, mais... de Vincent Chapelot, qui doit être en Afrique du Sud, sur l'effet en fait de la biodiversité sur le stockage de carbone dans les sols. Grosso modo, il a montré qu'on avait un accroissement des émissions de CO2 suite à l'ajout de vers de terre, et donc grosso modo, la question par exemple de Vincent, mais celle de Pascal rejoint un peu, est-ce qu'une plus grande biodiversité, conduirait-elle à un déstockage du carbone des sols? Oui. Alors ça, c'est une question qui est souvent... c'est une question qui est toujours très débattue dans la littérature. Alors je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup avancé par rapport à des travaux qui avaient été là encore menés notamment par le groupe Lavelle dans les années 90 et qui avait, il y a un papier célèbre de Patrick Agnès-Martin sur l'évolution de la matière organique dans les sols sous l'effet des vers de terre, alors qui montrait bien qu'il y avait en fait que l'effet était très variable en fonction de la durée prise en compte. C'est-à-dire qu'on sait que les vers de terre ont un effet à court terme qui est d'accélérer, d'accentuer la minéralisation de la matière organique, parce que les vers de terre ont besoin de manger, ils consomment. Donc c'est un peu ce qu'on a montré nous aussi dans notre étude tout à l'heure sur les émissions de CO2. Il y a une accélération, une simulation de la minéralisation. Par contre, il y a d'autres études qui ont montré clairement que sur le long terme, eh bien, en fait, on pouvait, une fois que le carbone se retrouve dans les déjections des vers de terre, ces déjections ayant des particularités physiques notamment très particulières, donc elles sont, excusez-moi pour le pléonasme, en fait, ces structures ont cette capacité à limiter la décomposition de la matière organique qui est incluse. Donc, sur le court terme, on a une augmentation de la minéralisation, mais sur le long terme, on a un ralentissement de la minéralisation par rapport à ce qui se passe hors de ces structures physiques, biophysiques. Et on n'a pas tellement d'études, malheureusement, sur le long terme. On a pu étudier l'effet des vers de terre sur ces questions-là. Alors, la modélisation donne quelques pistes. Et donc, il y avait un travail d'Agnès Martin qui avait montré qu'en utilisant le modèle Century, que sur le long terme, en fait, l'effet des vers de terre est plutôt d'aller vers un stockage du carbone. Même si, lorsqu'on mesure un effet immédiat, on a une augmentation de la minéralisation. Alors, une question assez pointue de Marie-Stoffer. Pourquoi avoir choisi les vers endogés dans l'expérience sur le priming effect? Et donc,
on pourrait compléter Alors, un effet espèce dans ce genre d'expérience. oui, alors, bon. Nous, on travaille, bon, c'est une expérience qui a été réalisée avec des sols tropicaux, hein, et dans les sols tropicaux, il y a relativement peu d'espèces anéciques. Bon, il y a quelques espèces anéciques, mais très peu. C'est quand même une grande majorité d'espèces de vers de terre endogés. Et donc, on a travaillé avec des vers de terre endogés dans cette expérience. Donc ça, c'est la première. Et en plus, on a travaillé avec un ver de terre qu'on trouve presque le plus abondamment dans presque tous les milieux tropicaux. C'est une espèce qu'on rencontre partout, en Amérique du Sud, en Afrique, à Madagascar où on a fait l'étude. On la retrouve partout, et donc c'est une étude qui est relativement beaucoup étudiée par les écologues du sol. Donc voilà, c'est la principale raison. On la trouve beaucoup à Madagascar, on la trouve beaucoup sur les systèmes sur lesquels on travaille, et donc on voulait étudier cette espèce. L'effet espèce va jouer forcément. Alors on a une autre étude là, qui est en cours d'analyse. On a étudié des vers de terre endogés, donc la même espèce que celle qu'on a étudiée précédemment, donc qui est une espèce exotique à Madagascar qu'on trouve partout, et puis une espèce endémique de Madagascar qui est un ver de terre endogé qui a à peu près la même taille que ce ver de terre exotique. Et en fait, on se rend compte que les résultats sont assez différents. Alors, ils ne sont pas complètement exploités, je ne vais pas rentrer dans le détail des valeurs maintenant, mais en tout cas, on voit qu'on a des résultats assez différents. Donc même pour des vers de terre endogés de même taille, on peut avoir des effets différents. Donc si on considère des espèces de taille différentes, là encore, on va avoir des effets différents. Si on considère des catégories écologiques différentes, on aura vraisemblablement des effets différents. Et on a encore trop peu de recul pour généraliser nos résultats. Alors je lance je t'en informe juste, je lance un début de sondage, ça ne va pas nous empêcher de continuer à poser des questions sur les webinaires. Bon, peut-être que c'est un peu tôt, mais c'est à partie. Je continue sur des questions. Il y a une question de Lucie, docteur Morosier, qui te demande si la question de la diversité des espèces végétales et la diversité des organismes du sol a été étudiée, et ici en particulier, si la monoculture d'une espèce végétale avec élimination des autres espèces végétales a été étudiée dans ses conséquences sur le fonctionnement biologique des sols. J'ai pas de réponse très précise à cette question. Il y a quelques études qui montrent qu'on a une relation assez forte entre la biodiversité végétale et la biodiversité des organismes du sol, en tout cas pour la faune. Donc ça peut être un début de réponse. Maintenant, sur le fonctionnement du système, j'ai pas d'éléments. D'accord. J'ai pas d'éléments en tête. Alors, une question d'Aïcha Rochi. Est-ce qu'il y a une empreinte ADN, dont l'équivalent, grosso modo, digital chez nous, est-ce qu'il y a une empreinte ADN des bactéries des sols en fonction de la géographie, du climat et ou du type de sol? Oh là là. Il faudrait que j'ai un écologue microbien à côté de moi pour répondre à cette question. Pour les micro-organismes, on a tendance à dire que tout est partout et l'environnement sélectionne, qu'on trouve les mêmes espèces un peu partout. Alors c'est vrai, j'ai juste un élément de réponse que je peux fournir par rapport à ça. Donc, sur cette étude sur le priming effect qu'on a fait à Madagascar, donc avec des sols de Madagascar, dans lequel on a fait du pyroséquençage. Donc, le pyroséquençage, on envoie l'ADN bactérien dans une boîte qui sépare les espèces, les genres, les espèces. Et en fait, on se rend compte que, et donc ça c'est en fonction des gènes qui sont retrouvés, donc on classe les espèces, etc. Et en fait, il y a toujours une partie de ce qu'on envoie qui n'est pas classable par rapport à la connaissance qu'on a du génome bactérien actuellement déjà décrit. Et en fait, c'est un très faible pourcentage. En fait, à Madagascar, on était autour de 5% de bactéries qui ne pouvaient pas être décrites par rapport à toutes les autres études qui ont été faites sur le séquençage du génome bactérien. Donc on est en général il y a une très faible partie du génome total. Bon, d'après ce que j'en sais, je ne suis pas non plus un spécialiste, donc il faudra que les microbiologistes me reprennent, mais un très faible pourcentage de bactéries qui sont peu connues. En tout cas, dont le génome est peu connu. J'ai beaucoup de questions, je ne sais pas si je pourrais les poser toutes. Il y a une question sur est-ce que la qualité biochimique de la matière organique affecte les biofonctions, et donc dans quelle mesure?
Oui, alors là, il y a pas mal de travaux sur ces questions-là, hein. La décomposition de la matière organique, elle est très dépendante effectivement de la composition biochimique, hein. On sait que plus il y a de l'azote, plus ça se décompose vite, plus il y a de polyphénol, lignine, tanin, plus c'est difficile à décomposer. Et puis, il y a quelques études qui montrent une relation entre la composition biochimique des plantes et puis ce qu'on appelle l'appétence, hein, par les organismes de la litière notamment. Moi, alors je pense, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est une étude de Gladys Loranger qui avait travaillé sur la décomposition de litière en forêt sèche de Guadeloupe, et où elle montrait qu'on avait vraiment une très très bonne relation entre la densité des organismes de la litière, de la macrofaune, en fonction de la composition biochimique des différentes plantes donc sous lesquelles elle rencontrait ces organismes du sol. Donc une vraie relation linéaire entre... on avait essentiellement beaucoup d'organismes, une très grande diversité d'organismes, très grande densité d'organismes dans les sols, très pauvres en lignine, en tanin, en polyphénol, et puis inversement, une très grande densité d'organismes sous les litières et qui étaient inversement plutôt riches en azote et pauvres en tanin, lignine, polyphénol. Alors, il y a encore des questions, je crois qu'on va clore là-dessus, autour de la qualité. Il y a des indicateurs de qualité des sols et de qualité biologique des sols. Donc, quels sont, entre guillemets, les meilleurs indicateurs à mesurer pour caractériser le bon, là encore entre guillemets, fonctionnement biologique d'un sol agricole? Et c'est une question de Sandra Novak. Donc, meilleurs indicateurs, est-ce que ça existe? Bon, c'est la question très difficile, effectivement, à laquelle on aimerait tous bien répondre un jour. Je pense je vais un peu botter en touche en disant que dans une certaine mesure, il faudrait qu'on attende les résultats du programme bioindicateur de l'ADEME pour avoir un peu plus d'informations, parce qu'il y a un vrai gros travail extrêmement important qui est mené actuellement, en prenant en compte beaucoup de groupes d'organismes différents. Donc je ne voudrais pas m'avancer par rapport à ce travail qui va permettre certainement d'avancer beaucoup sur cette question. Bon, pour ce que j'en sais, les vers de terre ont pas souvent été perçus comme de bons indicateurs, même si ils ont une image plutôt favorable, qu'ils augmentent en général, mais ils sont parfois critiqués en tant qu'indicateurs parce que dans certains cas, on a une relativement bonne production végétale, même dans des sols où il y a très peu de vers de terre, donc la relation n'est pas forcément évidente. Il y a eu quelques critiques, même s'il y a aussi des gens qui défendent le côté des vers de terre comme bioindicateur du fonctionnement du système. Bon, les nématodes sont un groupe qui revient souvent comme indicateur, comme bons indicateurs biologiques, parce que en raison justement de leur grande variabilité trophique dans le milieu, on les trouve partout. Ils sont consommateurs de bactéries, ils sont consommateurs de champignons, ils sont prédateurs, ils sont parasites de plantes. Et donc, en fait, en étudiant la répartition entre ces différents groupes, bactérivores, fongivores, parasites, on arrive à se faire une assez bonne idée du fonctionnement du système. Notamment les voies de décomposition, par exemple. Quand on étudie le rapport bactérivore sur fongivore, on arrive à voir si la décomposition est plutôt bactérienne ou fongique. Bon, et puis alors après, les micro-organismes, je connais plutôt assez mal ce qui est fait sur ces groupes-là. Il semblerait qu'il y ait des informations qui puissent être tirées des micro-organismes comme indicateurs. Alors après, l'autre chose que je voudrais dire, c'est indicateur. Le problème, c'est indicateur de quoi? Indicateur pour qui? Bon, on a souvent vu des travaux sur les indicateurs par rapport à... Alors par rapport à quoi? Enfin, moi, je me pose souvent cette question, et je vous la pose aussi à tous. Indicateur de quoi? Alors souvent, on est qu'en milieu cultivé, indicateur de rendement ou de production, mais on sait bien maintenant qu'on est dans des sols qui doivent être dans des systèmes qui doivent être multifonctionnels, donc il faut aussi des indicateurs peut-être de la séquestration du carbone, de la structure du sol, je ne sais quoi. Enfin, donc c'est assez compliqué. Enfin, c'est une réponse qui est... Pour moi, c'est une question qui est assez difficile. Parce que j'ai la même question, mais dans le contexte spécifique des sols tropicaux, et pour des services de production de biomasse. Est-ce que tu vois là une réponse spécifique à ce type de contexte? Non, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, parce que ce que je disais, c'était qui était vraiment une réponse très incomplète. Elle vaut aussi pour les milieux tropicaux. On se pose aussi les mêmes questions.
Et on a à peu près les mêmes réponses, c'est-à-dire qu'on manque encore beaucoup de travaux pour comprendre comment les organismes du sol, mais tous les organismes sont affectés par des pratiques, et puis après, c'est comment tout ça fonctionne, hein, parce que c'est pareil, on va mesurer des choses sur certains groupes d'organismes, et puis après, en termes fonctionnels, qu'est-ce que ça donne? On a encore du mal à prévoir ces choses. Alors, une question qui est un peu, je ne sais pas si elle est exactement sur le même plan, de Joël Amossé, c'est quel est l'avenir du potentiel bioindicateur des groupes fonctionnels cités? Parce qu'entre potentiel bioindicateur et indicateur de qualité des sols, est-ce qu'il y a une nuance? Tu peux l'expliquer comment? Non, je suis désolé, je vois pas trop la... Le potentiel bioindicateur, on peut imaginer aussi des sols pollués, des choses comme ça. Je veux dire, bon. Alors je connais malheureusement très mal la problématique sol pollué, sur lesquels effectivement il y a eu, je pense, plus de travaux en termes de bioindication. Voilà, malheureusement je les connais mal. Mais il y a eu effectivement plusieurs travaux sur les sols pollués. Mais voilà, je ne peux pas donner plus d'informations. D'accord. J'ai encore une question assez précise, mais que j'ai oubliée en route. C'est de Noïs Nunan. Est-ce que les différences entre modes de gestion à la cage sont significatives? Oui. C'est-à-dire oui, bon, je ne vais pas reprendre le schéma, mais globalement, elles le sont presque toutes, en tout cas entre le conventionnel et les deux autres systèmes. On n'a pas toujours de différence significative entre le système bio et le système SCB, mais en tout cas, on en a pour tous les paramètres montrés, on a des différences significatives entre conventionnel et les deux autres systèmes. Moi, je vois plus de questions que je ne vais pas poser, donc j'en ai une un peu conclusive que je vais te poser. C'est, bon, tu nous as montré un peu qu'on commençait à appréhender des choses sur les interactions, mais grosso modo, est-ce que l'état de nos connaissances est tel pour qu'on sache également, à partir de là, déjà, définir des stratégies de gestion? Comment tu vois un peu ça? Ce que tu évoques en perspective, mais quand même, quel lien entre connaissances actuelles et possibilités de définir de nouvelles stratégies de gestion? Pour être concret, bon, est-ce qu'il faut viser une diversité maximale? Est-ce qu'on peut se contenter de seuil de biodiversité minimale? Voilà, est-ce qu'on a déjà des idées de stratégie? Je me rappelle d'un exploitant agricole avec qui je discutais il n'y a pas très longtemps qui me disait « mais moi je ne cherche pas à élever des vers de terre ». Alors effectivement, ça peut être une réponse un peu... effectivement, je pense que les utilisateurs du sol, enfin en tout cas les agriculteurs, ils cherchent avant tout à assurer leur production et par tous les moyens. Alors si effectivement avoir une meilleure biodiversité, c'est tant mieux. Le problème effectivement, c'est de savoir comment on peut gérer ou comment on va gérer cette biodiversité pour répondre à des attentes. Alors, j'allais dire, c'est un peu l'occasion actuelle liée au changement d'agriculture qu'on voit un peu partout, l'intensification écologique, l'agriculture de conservation, le semi-direct. C'est un peu une porte ouverte pour les écologues du sol quand même pour justement aller faire des recherches sur ce que tu poses comme question, Christian, c'est de essayer de mieux comprendre comment tout ça fonctionne et puis de mieux comprendre comment on peut éventuellement relancer la faune diversité puis des fonctions biologiques qui pouvaient avoir disparu dans certains sols cultivés de façon un peu particulière parfois, enfin comme on en a connu. Et voilà, mais gérer l'activité biologique, c'est compliqué. De façon directe, ça paraît plutôt difficile, même si, bon, en ce qui concerne, par exemple, les mycorhizes ou les fixateurs d'azote, on arrive à apporter parfois des rhizobiums, on apporte des mycorhizes, mais pour la faune, par exemple, ça paraît un peu plus compliqué. Je ne connais pas beaucoup d'endroits, à part un endroit où on élève des vers de terre pour les introduire dans des systèmes. C'était le système dans les plantations de thé en Inde du Sud, que justement Patrick Lavelle encore avait développé quelques années de cela, et en fait, il fallait introduire des vers de terre dans des fosses, dans des tranchées dans le sol, avec les résidus du thé, etc. Donc ça nécessitait un élevage de vers de terre assez important, afin qu'ils soient introduits en grande quantité dans ces plantations de thé.
Mais c'est le seul endroit que je connaisse où on a géré, on a vraiment manipulé les organismes de la macrofaune directe. Voilà. Alors après, on peut le faire indirectement en changeant le travail du sol, en changeant les apports organiques, en limitant les apports de pesticides, d'herbicides, voilà. On peut indirectement changer les populations. Et merci. Alors, merci. J'ai envie, c'est improvisé, mais je vois que Christian Feller est en ligne. J'ai envie, Christian, si tu nous entends et si ton micro marche, que tu nous fasses un petit mot de conclusion en tant que président de la FES. Christian. Oui, bonjour à tout le monde. Et merci Eric. C'était très réussi, je crois. L'exposé, bien sûr, mais aussi le contexte technique. Alors, je ne vais pas répondre oui, non, il faut faire au nom de la FES, parce que je n'ai pas de raison de décider tout seul. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je trouve, j'ai répondu comme ça d'ailleurs, je trouve que le montage, ça marche très très bien. C'est très agréable à regarder. Moi, j'entends très bien. Je suppose que tout le monde c'est pareil. J'ai pas un ordinateur exceptionnel. Donc, il reste donc, c'est très très positif, je dirais. Maintenant, vu du côté de la FES, il reste bien sûr à trouver les créneaux pour savoir dans quelle mesure ce genre de conférence a vraiment peut avoir un attrait. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est bien, Christian. Simplement, on n'attendait pas de réponse. Simplement, c'était bien que tu sois là aujourd'hui. Je voudrais, pour finir aussi, remercier encore une fois Eric Blanchard d'avoir accepté ce rôle. Pas facile, parce que quand on s'y est lancé, on n'avait pas trop d'idées sur la qualité technique de ce que ça allait donner. Il y a un peu le rôle d'expérimentateur. Voilà, je pense que c'est une expérience intéressante. On est prêt à recevoir encore les questions, envoyer directement à Eric. On était une 60aine de personnes connectées, donc je pense que c'est une première expérience intéressante. Et je vous salue tous, où que vous soyez, en France ou ailleurs. Merci à tous. Bonne soirée. Merci encore. Au revoir. Merci.